étudié tout un tas de problèmes de paléographie, d'écriture des livres, de production des livres, de mode d'écriture et de lecture des anciens, dans le domaine aussi bien de l'écrit littéraire que de l'écrit documentaire. Et pourtant, il y a un domaine qui reste en friche, c'est celui de la formation des professionnels de l'écrit, qu'ils soient copistes de livres ou rédacteurs de documents administratifs ou notariaux. Alors, les sources littéraires et archéologiques sont assez peu loquaces sur le sujet, mais les sources papyrologiques devraient nous être beaucoup plus utiles en nous livrant des exercices d'apprentissage de copistes et de clercs, de même que les sources papyrologiques nous ont livré des centaines et des centaines d'exercices d'écoliers. Et pourtant, leur analyse a souffert d'un biais qui en a entravé l'interprétation. Les prédécesseurs ont été tentés de voir dans des exercices d'école classique, dans ce qui relève en fait d'écoles professionnelles. Alors, je voudrais juste vous montrer deux exemples. Non, ça ne marche pas. C'est bon? Oui, this one, voilà. Now it works. Thank you. Alors, les fouilles du monastère de Der el-Ghizaz en Égypte ont livré trois ostracas du 6e, 7e siècle qui ont été édités comme scolaires. Alors, c'est absolument indubitable pour les deux premiers hein, que j'ai mis en bas, qui sont effectivement des exercices scolaires, mais on peut en douter pour le troisième que vous avez à droite, qui est une suite alphabétique d'essais de lettres dont l'écriture avec ses maniérismes n'est pas celle qu'on attend de la part d'un débutant. On y reconnaît l'écriture calligraphique appelée majuscule biblique et utilisée pendant des siècles pour la copie des textes littéraires, notamment des textes chrétiens, d'où son nom. C'est par exemple l'écriture du fameux Sinaiticus. Mon second exemple, toujours du 6-7e siècle, est le pendant documentaire du premier. C'est un alphabet qui est suivi d'une phrase de la même écriture qu'on a classée comme un modèle de maître d'école. Or, il s'agit là d'une écriture très cursive qui n'est absolument pas du genre de celle enseignée aux élèves qui apprennent à écrire, mais plutôt de celle qu'on attend de la part d'un secrétaire de bureau ou d'un notaire, comme le document qui est ici en bas à droite. En bref, il nous faut reprendre l'ensemble du recueil des textes prétendument scolaires en prenant soin d'en examiner les originaux, les images, et on voit alors se dessiner un corpus très abondant qui, loin de documenter un enseignement scolaire du premier degré, hein, degré, celui qu'on appelle en grec l'enseignement, enfin l'enseignement délivré par le grammatistes, le maître d'école élémentaire, euh, qui, loin de documenter donc ce type d'enseignement, nous fait au contraire entrer dans le quotidien d'un enseignement professionnel, même si la confusion entre les deux est parfois inévitable pour des raisons sur lesquelles je reviendrai à la fin. Alors, le peu de temps dont je dispose m'oblige à ne vous présenter ici que quelques échantillons hein, qui appartiennent tous à l'Antiquité tardive et au début de l'époque arabe, dans le domaine du grec et du copte. Alors, la rédaction de documents juridiques et administratifs nécessitait bien évidemment un apprentissage non seulement pour l'acquisition des formules propres à chacun des types d'actes, mais aussi pour l'assimilation des types d'écriture, des styles d'écriture induits par ces mêmes types. Alors, la première tâche est illustrée par cette tablette inédite du Caire, dont une face contient un acte juridique. Alors, s'agit-il d'un brouillon de contrat rédigé par un notaire? De multiples indices rendent cette solution inenvisageable, notamment le fait que le scribe a remplacé la date par un indéfini, hein, X, qui relève d'un processus qu'on pourrait appeler un processus d'anomisation que l'on observe par ailleurs dans d'autres exercices de copie ou de composition d'actes juridiques où les noms, par exemple, des plaignants
des parties, pardon, sont remplacées par un tel. Hein. Vous en avez un exemple dessous. Par ailleurs, le recours à une tablette ne cadre pas du tout avec ce que l'on sait de la pratique notariale. Les notaires n'utilisaient pas de tablette. C'est en revanche un support typique de l'enseignement. Comme le contenu du texte permet d'exclure un enseignement, je veux dire, de type classique, eh bien, nous ne pouvons avoir affaire qu'à un enseignement professionnel. D'ailleurs, l'écriture de cette tablette est très exercée et dessine le profil de quelqu'un qui a dépassé depuis longtemps le niveau d'apprentissage de l'écriture, même si le nombre anormalement élevé de fautes et notamment de confusion. Hein. Par exemple, comes pour comes, hein, il a confondu les deux lambda avec un mu. Même si le nombre anormalement élevé de fautes pour un acte notarié montre que nous n'avons pas affaire à un notaire en activité, mais à un novice hein, qui s'exerce à la copie d'actes fictifs pour en assimiler la diplomatique et le formulaire. Alors, notre apprenti notaire ici maîtrise déjà bien la cursive droite des documents juridiques de son époque, mais il devra apprendre aussi les autres styles qui peuvent cohabiter à l'intérieur d'un même document, de même que les secrétaires de bureau auront à assimiler ceux encore plus nombreux auxquels on avait recours pour les nombreux genres de documents administratifs. Alors, un exemple avec ce feuillet. J'espère que vous allez voir, hein, en tout cas ceux qui sont au fond, parce que c'est pas évident, ce feuillet de papyrus du 7e siècle qui contient une comptabilité dont les parties non inscrites ont été réutilisées comme papier brouillon pour enfin, par un apprenti scribe qui, sur le verso, répète le même texte. Alors d'abord dans une écriture formelle, non ligaturée, qui est proche de la majuscule penchée, ce que les médiévistes appellent l'ogivale, utilisée pour la copie des textes littéraires, mais aussi occasionnellement pour des lettres. Et donc, il écrit ce texte d'abord dans cette majuscule penchée, puis ensuite, vous voyez, dans une écriture complètement différente, qui est une cursive très, très inclinée, qui était utilisé dans les documents notariaux avant de s'exercer encore plus tard, à la ligne 10, à cette euh, écriture stylisée redoutable qui est dérivée de l'ancienne écriture de chancellerie qu'on utilisait pour ce qu'on appelle enfin, pour les endossements épistolaires. Vous savez que dans une lettre sur papyrus, eh bien, on notait le nom de la personne à qui on adressait la lettre à l'extérieur, sur le verso, et à l'époque byzantine, cette adresse était écrite dans ce style tout à fait difficile à lire, une écriture si stylisée qu'elle en devient presque indéchiffrable, tant et si bien d'ailleurs que les éditeurs n'ont même pas essayé de la lire. Alors, je m'y suis quand même essayé, donc vous avez ma traduction et ma transcription et ma traduction en bas, puis je vous ai mis un autre exemple d'adresse due de lettres réelles. Vous voyez que c'est le même type d'écriture. Donc, vous voyez que notre feuillet, en fait, offre un bon inventaire des divers styles qu'un apprenti clerc avait besoin de connaître, en tout cas, au début du 7e siècle. Passons à l'apprentissage de la copie des manuscrits. Alors, celui-ci a livré une multitude de témoignages papyrologiques, eux aussi souvent mal interprétés, qui s'inscrivent en très grande majorité dans le contexte de monastères ou d'ermitages. Sont, vous le savez, à partir de l'Antiquité tardive, les lieux par excellence où on copiait les manuscrits. Euh, on ne s'étonnera donc pas qu'ils aient abrité une formation à la copie des manuscrits. Et d'ailleurs, Palade, dans son Histoire lausiaque, hein, écrite aux alentours de 420, présente l'ascésis graphiquée, c'est-à-dire la pratique de l'écriture, qu'on pourrait presque traduire par l'ascèse, vu le contexte monastique, l'ascèse graphique. Eh bien, il présente cette ascésis graphiquée comme l'activité par excellence pratiquée par les moines et qui leur était enseignée sur place, en tout cas quand ils n'étaient pas trop vieux. Alors, la première tâche qui incombe à l'apprenti copie, c'est de se familiariser, là encore, avec les styles
canonique d'écriture livresque. Euh, Trois prévalaient alors, aussi bien en grec qu'en copte, et je vais vous montrer des illustrations de ces trois styles. Alors, d'abord, on l'a vu déjà, la majuscule biblique. Voici des chutes de parchemin telles qu'on s'attend à en trouver justement dans un scriptorium, qui ont servi à un apprenti copiste du 5e, 6e siècle pour s'exercer à cette écriture. Alors, vous voyez qu'il a répété des lettres isolées, surtout d'ailleurs le omicron et le oméga, comme vous le voyez, qui comptent parmi les lettres les plus difficiles, malgré leur apparente simplicité, en ce qu'elles réclament du copiste de savoir passer insensiblement pour chaque moitié du délié au plein, puis du plein au délié en respectant une courbe parfaitement circulaire. Cela demande une certaine maîtrise de la pression de l'instrument et de l'orientation du calame. Notre apprenti a aussi tracé des lettres à valeur numérale. Euh, Comment ça se fait? Pourtant, c'est un PDF et je vois que le grec n'est pas passé. Tiens, c'est bizarre. En tout cas, ce sont donc des paginations, en fait, des chiffres qui représentent des paginations, hein, qui sont signalés par des surlignes et des sous-lignes. Euh, Et enfin, notre apprenti copiste a aussi copié des séquences textuelles, euh, tout avortées, hein, puisque après tout, c'est pas le contenu qui comptait, mais c'était plutôt les lettres. On y relève des bribes de citations bibliques, comme vous l'avez ici, mais surtout des segments de ce que les anciens appelaient des kalinoi, c'est-à-dire des freins, ce que les modernes appellent des pangrammes, c'est-à-dire des séquences qui pouvaient être versifiées ou non et qui contiennent toutes les lettres de l'alphabet. Et donc là, vous en avez Abros, Den, Prokoai, Kuklops, Stongazeto, ça veut rien dire, hein, ou quasiment rien dire. Abrokiton, Dofulax, Stéro, Zugo, Campsi, Métopos. Et alors, la dernière, c'est encore pire. Ça ne veut strictement rien dire. C'est Knax, Bictus, Tess, Phlegmodrops. Voilà. C'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, etc. Et donc, vous avez l'avantage de pouvoir d'avoir toutes les lettres de l'alphabet dans ces petites séquences. Ces exercices, enfin, ces séquences sont extrêmement fréquentes dans les exercices calligraphiques et ils font partie de l'arsenal des phrases toutes faites que les copistes avaient à leur disposition pour se former ou pour s'entraîner. Un exemple, dans ce beau manuscrit copte, il y avait un espace blanc qu'un copiste a réutilisé. Vous voyez qu'il s'est exercé aussi à mettre le même pangramme que l'on avait tout à l'heure. Et que je ne répéterai pas parce que sinon je vais postillonner sur l'écran. Alors, deuxième style, ben, la majuscule alexandrine, qui est l'autre grand style canonique hein, qui s'élabore au courant du 5e siècle. C'est le style de cette page de manuscrit copte qui est datable du 9e siècle. Or, on constate que le cahier a été renforcé par un petit fragment que vous avez là, de parchemin réutilisé qui donne un alphabet grec avec les lettres coptes supplémentaires grec avec les lettres coptes supplémentaires. Vous voyez que c'est aussi dans la même écriture, l'écriture alexandrine. Et vu la répétition de certaines lettres et l'absence d'alignement et d'ordre dans la présentation, il doit s'agir là encore d'un coupon découpé dans un feuillet qui a servi aussi d'exercice à un apprenti copiste comme ceux que je vous ai montrés précédemment. Et puis enfin, le dernier style, c'est la majuscule penchée, dite par certains ogivale, mais c'est un terme que je trouve pour cette période est un peu peut-être pas tout à fait propre. En voici un exemple avec là encore une chute de papyrus où ont été copiés un alphabet dans le bon ordre, puis sur l'autre face en ordre inverse, et un court texte suivi qui est d'ailleurs une prière qui ne serait pas déplacée sous le calame d'un copiste débutant. Ô Seigneur Jésus, donne du savoir et de l'intelligence à ton serviteur Jean. Amen. Alors, en plus des styles canoniques, et aussi d'ailleurs
de leur version adaptée aux exigences des titrages, hein, comme c'est le cas ici, eh bien, l'apprenti copiste doit apprendre à maîtriser le tracé des signes adventistes comme les croix, comme les surlignes qu'on voit à la fois sur les nomina sacra, c'est-à-dire les noms sacrés qui sont abrégés et dont l'abréviation est signalée par cette surligne, mais aussi sur, on l'a vu, les chiffres des pages. Euh, il doit s'exercer aussi aux décorations. Vous avez quelques exemples ici de décorations, typiques des décorations de manuscrits. Euh, Sans compter aussi les formes d'écriture abrégée et codées comme les monogrammes ou la cryptographie dont les témoignages sont extrêmement fréquents dans les exercices de copistes et qui peut être considéré comme un des meilleurs indices permettant de rattacher tel ou tel exercice à un enseignement de copiste pour une raison qui reste encore identifiée. Autant pour le Moyen Âge, la cryptographie est très souvent utilisée dans les colophons, autant on est à une époque où c'est pas le cas. Et donc, il y a une petite recherche à faire là-dessus. Alors, j'ai jusqu'ici présenté l'enseignement de la pratique documentaire et celui de la pratique libraire comme deux filières séparées. Mais était-ce toujours le cas? On doit constater que notre documentation est loin de faire une séparation stricte entre les deux. La documentation monastique, en tout cas, semble indiquer que l'enseignement dispensé concernait à la fois la rédaction des documents et la copie des manuscrits. Mais évidemment, on pourrait m'objecter que les moines enseignants ont très bien pu délivrer deux types de formations qui, selon leur nature, s'adressaient à des apprentis différents amenés à se spécialiser plus tard, soit dans l'établissement des documents, soit dans la copie des textes littéraires. Et pourtant, si on prend ces exercices un à un, eh bien, on se rend compte que ils témoignent d'une compénétration de ces deux types de formations. Alors, celle-ci se manifeste par le recours à des textes documentaires et littéraires dans le même exercice. Par exemple, ici, vous avez un exercice d'écriture documentaire qui combine sur une face une formule d'adresse de lettres en minuscules et une invocation chrétienne introduisant un document juridique en écriture penchée et sur l'autre face, eh bien, une citation biblique en grec. Et inversement, cet autre exercice d'écriture libraire eh bien, a recours sur une face au texte d'un document, d'une lettre, et sur l'autre à une formule qui semble emprunter à un titre de manuscrit, ou par exemple l'apôtre Paul, par exemple une lettre paulinienne. Euh, il en résulte parfois des croisements étranges où une formule de document est écrite dans une écriture littéraire et inversement, un texte littéraire est écrit dans une écriture documentaire. Ainsi, pour reprendre mon dernier exemple, eh bien, la lettre est écrite dans un style livresque. Et inversement, ces ostracas, qu'on a retrouvés au monastère d'Épiphane, livrent des essais de cursif documentaire réalisés sur, je vous le donne en mille, sur l'Iliade, le début du chant 1 de l'Iliade. Et parfois, c'est la même personne qui s'exerce en même temps à des styles à la fois littéraires et documentaires sans se préoccuper de la nature des textes qui lui servent de modèle. Je voudrais vous en donner un exemple avec cette tablette de Leyde. Alors, je vais me concentrer juste sur la face B. On note tout d'abord un début de lettre grecque brutalement interrompu, hein, recevant donc la lettre. Eh bien, ce segment de début de lettre est écrit dans une majuscule très calligraphique. Euh, les séquences, ensuite, on a des séquences, donc c'est celle-là. Ensuite, on a des séquences de lettres en copte dans une écriture bilinéaire non ligaturée, hein, qui est typique de l'écriture soignée des documents coptes de l'époque. Et ensuite, on a une séquence grecque ici qui est incompréhensible, mais peu importe, hein, ce qui comptait, c'était plutôt le tracé, qui est dans une cursive inclinée typique, elle aussi, des documents grecs contemporains. Alors, non seulement on a une espèce de ce que j'appellerais un oxymore graphique
qui est constitué par le bout de lettres en écriture de librairie, mais surtout, on voit que notre apprenti s'exerçait en même temps au grand style en vigueur, à la fois pour la rédaction des documents grecs, des documents, pardon, grecs ou coptes, hein, nous sommes dans une société bilingue, et pour la copie des textes littéraires. Alors, en fait, un tel mixage ne doit pas étonner, hein. Si les grands ateliers de librairie devaient former des copistes qui se limitaient ensuite à la copie des manuscrits, et si certaines formations spécialisées produisaient des fonctionnaires qui n'avaient aucune raison de s'aventurer dans le domaine de la librairie, les milieux monastiques, eux, ne pouvaient se permettre de développer des filières spécialisées et hermétiques. Les moines qui s'adonnaient à la pratique de l'écriture devaient être opérationnels aussi bien pour recopier des manuscrits que pour écrire des lettres ou pour rédiger des documents juridiques en grec et aussi en copte. C'est ainsi que le moine Franguet, hein, qui est surtout du 8e siècle, dont on a découvert les archives dans son ermitage de la région thébaine, eh bien, on sait qu'il a passé sa vie à s'exercer et à exercer aussi les autres, à écrire des lettres et à copier des manuscrits, en plus de ses activités de tisserand. Alors, une telle situation, hein, nous rappelle que les monastères d'Égypte de l'Antiquité tardive, à quelques exceptions près, ne sont pas de ces grands établissements médiévaux, mais de plus modestes communautés dont les membres étaient obligés d'être multifonctionnels. Alors, je voudrais finir en revenant à mon point de départ. Hein, je vous ai parlé de la difficulté qu'on avait à distinguer les exercices produits dans le cadre de l'école classique, notamment celle du grammatistes qui apprend à lire et à écrire à ses élèves, et ceux relevant de la formation professionnalisante. Si cette difficulté peut être due à une erreur d'analyse du papyrologue, je crois cependant qu'elle tient essentiellement à l'absence de différence qu'il y a pu y avoir dans certains milieux entre les deux types d'enseignement. On sait par exemple que le moine Franguet a appris à lire et à écrire à certains jeunes, tandis qu'il a formé d'autres à l'écriture calligraphique. Et si c'était les mêmes? Cet exercice qui a été trouvé dans la tombe qui servait à Franguet d'ermitage, euh, cet exercice nous montre un élève en train d'apprendre sous la férule de Franguet la forme de certaines lettres en style calligraphique, notamment en distinguant la forme du mu en majuscule biblique et en majuscule alexandrine, qui est une différence qu'un écolier qui apprend à lire et à écrire ne se doit pas encore de connaître et d'assimiler. Si on rapproche cet exercice d'un autre trouvé dans la même tombe, nos certitudes commencent à faiblir. Alors, on retrouve, là encore, de la même main des essais de différenciation entre les mus, mais aussi un alphabet assez maladroit qui est digne d'un élève de la fin du primaire. Et pire, si on retourne l'ostracone, eh ben là, on découvre un autre alphabet dont les lettres sont écrites dans tous les sens et sont d'une inexpérience telle qu'elles pourraient avoir été tracées par un élève qui vient d'entrer dans une école primaire. Et donc, une conclusion s'impose. On a affaire à des écoliers qui étaient en même temps des apprentis copistes. Ils apprenaient conjointement les grammata, c'est-à-dire à lire et à écrire, et les styles canoniques de la librairie. Et pour ce faire, on leur inculquait les premiers en utilisant les seconds. On brûlait ainsi les étapes en fusionnant enseignement primaire et formation professionnelle. C'était d'autant plus adapté au contexte monastique que les bénéficiaires de cet enseignement n'étaient pas nécessairement des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes, dont la maturité permettait d'avoir recours à des méthodes plus expéditives et qui n'avaient pas besoin de passer par les fourches codines de l'enseignement secondaire, hein, celui du grammatikos, avec l'étude laborieuse des auteurs profanes, désormais inutiles. Il fallait en faire vite des professionnels capables d'écrire des documents et de copier des livres. Le recours à un style calligraphique, même pour des exercices de rédaction de documents, participe de ce principe d'économie et d'efficacité, puisqu'il peut être
utilisé ensuite pour copier des livres, mais aussi, j'insiste bien, avec un minimum d'adaptation pour rédiger des documents en copte, puisque l'écriture documentaire copte, en privilégiant un ductus bilinéaire sans ligature, était à cette époque très proche de la calligraphie grecque. Vous en avez un exemple ici avec l'écriture de Dioscore, d'Aphroditée au VIe siècle, qui, lorsqu'il écrit des documents coptes, utilise cette écriture, cette majuscule penchée. Quand il écrit ses poèmes, puisqu'il composait des poèmes en grec, il utilise la même écriture, qui s'oppose évidemment à l'écriture ligaturée des documents grecs qu'il était amené aussi à écrire. Bref, les écoles monastiques visent la rentabilité à la créa et parviennent ainsi à se constituer à peu de frais des cohortes de professionnels de l'écrit opérationnel pour tout type d'écrit, même si la qualité pouvait s'en ressentir parfois. Et si nous sortons des milieux monastiques pour nous intéresser à la formation des notaires, est-ce que nous observons le même phénomène? On pourrait a priori en douter, euh, et pourtant, une pièce exceptionnelle qui est encore inédite nous prouve le contraire. Il s'agit d'un codex de 10 tablettes inscrites datables du 5e siècle. Un apprenti notaire s'est exercé à y copier, ou plutôt, enfin, oui, à copier plutôt que rédiger, une pétition et une série de contrats relevant des genres documentaires les plus fréquents, des ventes à terme, des prêts, des locations, etc. Or, l'écriture en est extrêmement maladroite et fait penser à celle des exercices scolaires du premier degré. Par ailleurs, le nombre exorbitant de phonétismes, de fautes de copie qui souvent sont très laborieusement corrigées, montre que notre apprenti notaire avait une connaissance déficiente du grec et qu'il était à peine capable de recopier ces modèles. On ne peut donc échapper à la conclusion qu'il suivait une formation de notaire tout en étant au niveau des rudiments dans l'apprentissage des grammatins. Ce codex montre qu'il était possible de s'engager dans ce type de formation spécialisée sans être passé par la classe d'un grammaticos et que nous ne pouvons ainsi, et ce sera ma conclusion, aborder le monde de l'éducation professionnelle dans le domaine des arts libéraux sans nous affranchir de nos préjugés de modernes qui ont jusqu'ici déformé notre appréhension de la réalité antique. Je vous remercie.